X, le réseau social X, celui racheté par Elon Musk, avec les conséquences que l'on sait. Eh bien, une cyberattaque. Hier, tout le monde en parlait. Les hackers sont en train d'attaquer, X est attaqué, etc. Alors, Musk a répondu aujourd'hui, il dit, hier, nous subissons des attaques tous les jours, mais celle-ci a mobilisé d'importantes ressources, un grand groupe coordonné ou un État, et où un État pourrait en être à l'origine. Voilà, alors donc pannes intermittentes impactant jusqu'à 31 000 utilisateurs. Bon, ça a été rétabli. Ce n'était pas l'attaque mondiale et l'effondrement mondial de X. Alors, il dit aujourd'hui, Elon Musk, les adresses IP à l'origine de cette cyberattaque provenaient, selon lui, de la région ukrainienne. Mais alors, ça a été contesté en disant précisant que la majorité du trafic malveillant provenait des États-Unis, du Vietnam, du Brésil et d'autres pays, etc. Alors, chacun y va de son interprétation. Mais au-delà de ça, alors Fabrice Epelboin, ravi de vous accueillir comme toujours. Au fond, ces cyberattaques, c'est du quotidien, ou je dirais c'est de l'habituel, ou c'est exceptionnel? Ah, c'est un lundi matin sur Internet. Surtout pour des entreprises de la taille de Twitter. Vraiment, tous les acteurs du CAC 40 subissent ce genre d'attaque de façon quotidienne, ça n'a rien d'extraordinaire. Celle-ci est quand même plus violente que d'habitude, parce que habituellement, on est en droit de s'attendre à ce qu'une société comme X soit capable de résister à ce qu'on appelle une attaque DDoS, c'est-à-dire grosso modo... Ça veut dire quoi, justement? C'est des hackers malveillants qui prennent partiellement le contrôle de millions d'ordinateurs à travers la planète, à travers, on va dire, un virus pour simplifier les choses, et qui discrètement, à votre insu, vont demander à votre ordinateur d'aller dire coucou à Twitter à un moment donné, et tous en même temps. Ce qui fait que le trafic, Twitter va plier sous le trafic. La plupart du temps, on était capable de mitiger ce genre d'attaque. Celle-ci a l'air particulièrement violente, et donc là, pour le coup, ils ont mis un certain temps avant d'arriver à mitiger. Ça a donné des interruptions de service pour une après-midi. Alors comment on peut aujourd'hui, enfin je veux dire si on peut l'expliquer, évidemment c'est technique, mais comment on peut prendre le contrôle, en tout cas pendant un moment, de millions et de millions d'ordinateurs à travers le monde? Comme hier, vous infectez avec un virus des machines, et puis le virus va s'installer dans votre machine. Il y a une multitude de virus, le terme virus est très générique, mais il y a une multitude de virus qui vont aussi bien vous espionner que très discrètement faire quelque chose en profitant de la puissance de calcul et de votre adresse IP sur votre ordinateur sans vous gêner plus que ça. C'est plutôt à ce genre de malware qu'on a affaire. Et à partir du moment où vous avez infecté des millions de machines aux quatre coins de la planète, vous pouvez les contrôler d'un point central et leur demander toutes en même temps, à un moment donné, d'aller dire bonjour à Twitter. Du coup, Twitter subit un trafic totalement inhabituel et à partir de là, il y a des perturbations. Tomber en panne, quoi. En fait, et ça le fait tomber en panne. On sait mitiger ce genre d'attaque depuis belle lurette. C'était quelque chose de compliqué à mitiger il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on sait mitiger, ce qui fait que la plupart du temps, on s'en aperçoit pas et c'est les services de cybersécurité des entreprises qui s'en occupent. Mais pour vous, vous n'avez aucune interdiction de service. Sauf que là, apparemment, il y en a eu, puisque... Et alors, à votre avis, ce serait... Enfin, la version Ukraine vous paraît avancée par Musk, fantaisiste, comme beaucoup de choses avancées par Musk. Le fait qu'il y ait des adresses IP en Ukraine ne veut strictement rien dire, si ce n'est qu'il y a eu des ordinateurs infectés en Ukraine, si ce n'est qu'il y a de la cybercriminalité en Ukraine, ce qui n'a rien de nouveau, mais ça ne désigne en rien l'Ukraine comme étant le coupable. Et ceux qui ont dit, vous savez, alors l'attaque a été revendiquée par un groupe de hackers pro-Palestine, dit-on le Dark Storm. Ça vous paraît aussi fantaisiste? C'est plus crédible parce que le groupe est déjà identifié. Il est connu, le Dark Storm? Oui, il est connu. Il y a des dizaines de groupes de ce type-là. Celui-là est identifié, il a déjà fait diverses attaques. C'est cohérent avec ce qu'il a déjà fait. Il vend... en petite presque entreprise, ce type d'attaque à des tiers qui veulent générer ce type d'attaque. Il est prestataire de service. Il est prestataire de service aussi bien pour des attaques DDoS telles que celles qu'a subi Twitter que pour du ransomware, les trucs qui consistent à chiffrer toutes les informations de l'entreprise pour ensuite aller la racketter en naissant d'une clé de déchiffrement. En disant on a vos chiffres, etc. Voilà, il fait ce genre de prestation de service. C'est son modèle économique, donc c'est tout à fait cohérent avec ses activités passées et c'est évidemment absolument pas cohérent avec le fait d'être pro-Ukraine.
Au contraire, ils sont plutôt anti-OTAN et pro-palestiniens. C'est ça. Mais alors justement, est-ce que des Darkstorm, des groupes comme ça, c'est combien de personnes? C'est parce que c'est fascinant. C'est très compliqué à dire. Ça peut être quelques dizaines de personnes, pas nécessairement des gens qui se connaissent ou qui sont dans le même lieu géographique, parce qu'il n'y a pas besoin. Le télétravail marche très bien dans cet environnement. Ça peut se décomposer, se recomposer, et donc ça peut être Darkstorm un jour et autre chose le lendemain, ou Darkstorm le jour et autre chose la nuit. On peut jouer les Dr Jekyll à Mr Hyde. Totalement. Pour des causes très diverses. Ça peut être un responsable informatique dans une grande entreprise le jour et Darkstorm la nuit. Tout est possible. Donc on a beaucoup de mal à identifier ces groupes. Généralement, ces groupes s'organisent, c'est le cas de Darkstorm a priori, dans des structures qu'on appelle leaderless. Il n'y a pas de chef bien identifié, ce qui rend la lutte contre ces groupes très compliquée, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de hiérarchie, on ne sait pas très bien sur qui taper. Et généralement, ils sont éparpillés aux quatre coins de la planète, ce qui les rend, là encore, d'autant plus difficiles à démanteler. Alors c'est très 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 passionnant. C'est-à-dire que au fond, ça fait partie. Vous savez, c'était Emmanuel Valls qui disait il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Là, il faut s'habituer à vivre avec les hackers, avec les preneurs d'otages. On est habitué. Et puis c'est pas du terrorisme. Dans le pire des cas, on a quelques heures d'interruption de service sur Twitter. Quand ils réussissent un très grand coup, la plupart du temps, ça enquiquine les services de sécurité des boîtes, mais pour les utilisateurs, on s'en aperçoit pas. Alors, est-ce que pas, par exemple, là, il y a quand même un côté politique, vu ce que joue le rôle d'Elon Musk à côté de Donald Trump, c'est évident qu'il y a eu que ça a joué là-dessus. Est-ce que ça peut aussi des services d'armes, au fond, quand je dis, bien sûr que c'est pas du terrorisme, mais est-ce que ça peut aussi servir dans la panoplie des services de renseignement, des actions? Un gouvernant peut dire, après tout, avec une tiens, on va employer tel ou tel groupe pour... Alors, pas chez nous. La France n'a pas cette tradition d'utiliser des cybercriminels. La Russie, fait ça régulièrement. La Russie, ils ont trouvé une approche qui est fondamentalement intelligente, qui consiste à être relativement bienveillant avec des cybercriminels sur leur territoire, à partir du moment évidemment où ils attaquent ni la Russie, ni les entreprises russes, ni les alliés de la Russie, et de fermer les yeux. De temps en temps, ils se font quand même arrêter, mais la plupart du temps, de fermer les yeux sur leur comportement criminel, et puis du coup, ça leur donne un réservoir de compétences dans lequel, au besoin, ils peuvent aller piocher. Oui, la Russie fait ça. La France fait pas ça. Non, on fait pas ça. Non. D'accord, on est vertueux là-dessus. Non, on n'est pas du tout vertueux, mais on fait pas ça. D'accord. La France n'a rien de vertueux, elle viole les droits de l'homme dans le cyber de façon frénétique, on est le second exportateur d'armes de la planète, et dans le cyber c'est pas mieux. On a typiquement la France dans le cyber, c'est l'équivalent du groupe Wagner. Donc d'accord. C'est vraiment avec ses patrouilles, ses mercenaires, etc. Ces cybermercenaires, mais on n'est pas du tout dans une alliance avec des cybercriminels. C'est ce qui est vraiment toute autre approche. Mais alors, ce qu'on appelle aujourd'hui cybercriminalité, c'est-à-dire comment vous différenciez un cybercriminel, puisque criminel c'est quand même un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, et avec des cyber mercenaires. Le mercenariat, c'est parfaitement légal. Vous êtes dans un cadre légal. Alors, on s'entend, un cadre légal, pas nécessairement sur un cadre légal en Europe. Mais si vous commettez ce qui, en Europe, serait illégal dans une autre législation, ça peut être parfaitement légal. Donc, on peut être criminel en Europe et mercenaire ailleurs. On peut faire des activités à l'étranger qui, si elles étaient commises sur le territoire européen ou à partir d'installations européennes, seraient parfaitement criminelles, mais qui, à partir du moment où vous les faites, je sais pas, en Arabie Saoudite ou dans des endroits comme ça, sont localement pas du tout contraires à la loi. Et donc, vous êtes dans un cadre de ce qu'on appelle les hackers éthiques. Le terme éthique étant complètement éthique est un mot poétique. Dévoyé. Éthique, ça veut dire juste respecter la loi. Si vous respectez la loi saoudienne, vous respectez la loi saoudienne, très bien. Et vous êtes hacker éthique. Et si vous êtes un cybermercenaire travaillant pour une entreprise française dans un cadre juridique saoudien, pas de problème. Si vous respectez la loi saoudienne, vous êtes hacker éthique. Et donc ça, la France fait ce genre de choses. Par contre, jamais la France ne va s'allier à des organisations cybercriminelles installées sur son territoire, avec un pacte qui consiste à dire tant que vous attaquez pas des entreprises françaises, on viendra pas. Non, ça, on fait pas ça. Mais il y a des organismes cybercriminels, donc eux illégaux, installés en France et en Europe ailleurs. Alors en France, c'est vraiment pas c'est franchement une très mauvaise idée. Si vous êtes un cybercriminel, vous installez en France, vous allez vraiment avoir la vie dure. En plus, très objectivement, il y a des endroits dans le monde dans lesquels non seulement avec la ressource équivalente, vous aurez un train de vie bien supérieur, mais les autorités viendront pas vous en... Non, vraiment, c'est pas un bon endroit pour... Mais en général, donc c'est une activité aujourd'hui qui est florissante.
Je parle dans le monde. Hein. Oui, tout à fait. Il y a certains rapports qui montrent que la cybercriminalité rapporte plus que le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains réunis. Tout ça est très difficile à comptabiliser. Mais ça rapporte énormément d'argent. Ça fait des milliards de dollars. Ça fait des milliards de dollars. Comparer la drogue et la traite. L'unité, c'est le milliard de dollars. D'accord. Écoutez, c'est passionnant, ça. Il faudra vraiment là qu'on fasse une émission spécifique là-dessus. Merci beaucoup, Fabrice Ebelpoint. Merci de m'avoir Parce que vraiment, on va voir en tout cas comment Musk et compagnie vont essayer de se défendre. Enfin, ils se défendent. Ils se défendent. C'est vrai. Et puis, mais en même temps, voilà, ça va continuer. Encore une fois, une opération comme les 1000 ans de la Syrie, du Proche-Orient, ça continue encore et encore. C'est plus jeune que la Syrie et le Proche-Orient. Oui, c'est vrai. Ça fait quelques décennies qu'on est dans le cyber. C'est vrai. Ça a 40 ans, c'est ça? Le cyber, le cyber, ça a commencé, la cybernétique a commencé juste après la guerre, comme une théorie de régence des organisations à travers le numérique. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que le numérique s'est répandu, c'est à partir des années 70, c'est vraiment devenu un champ d'action. L'enfant est devenu adulte et maintenant, ça marche très très bien. Oui. Merci encore de vos éclaircissements. À bientôt. Salut,